Vous écoutez Le Temps d'une bière, un podcast bien québécois dédié à toute l'histoire de la bière. C'est pas juste l'histoire de la bière, en fait, c'est l'histoire de l'alcool, de la nourriture et des drogues. Donc on voyage dans le temps, on va explorer des cultures et on apprend sur un peu tout. Aujourd'hui, cet épisode vous est présenté par Unibrou, une véritable institution dans la scène brassicole québécoise. Pourquoi? C'est un des plus grands noms dans la bière au Québec. C'est un gage d'excellence. C'est un record Guinness de médailles de concours brassicole dans la province et aussi au Canada. C'est aussi un gage d'accueil, d'excellence, voilà, de qualité. Chaque bière d'Unibrou est reliée directement à l'histoire et c'est justement de ça dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui avec nul autre que le grand compteur officiel de la brasserie Unibrou, Sylvain Bouchard, qui me rejoint en studio, qui a fait le chemin spécialement pour venir me divulguer, me partager sa passion pour l'histoire et aussi pour la bière. Sylvain, comment ça va? Très bien, merci. Toi? Ça va très bien. Merci de me recevoir chez vous. C'est un plaisir, comme d'habitude, de te recevoir puis d'absorber toute cette espèce de flot de connaissances et aussi d'anecdotes que tu as. T'es gentil, merci. Merci pour tous ces bons mots. En plus de m'apprendre à comment verser proprement une bière. Heureusement, ça s'est fait hors caméra, donc ça n'a pas besoin d'être repartagé. Non, mais avoue que c'est des trucs le fun. Ah, c'est des bons trucs. Ça pourrait être même un sujet, éventuellement, l'art du service, le protocole. Je suis tout oui. D'accord. Mais là, concentrons-nous sur la bière que tu as devant toi, Oui. que j'ai devant moi. Qu'est-ce qu'on boit? On boit la première bière belge embouteillée, refermentée, vendue en Amérique du Nord en 1992 et j'ai nommé la célèbre Blanche de Chambly. Wow, Wow, excuse-moi, j'aurais dû commencer le roulement de tambour plus tôt. Là. Il y avait quelque chose de grave et d'historique là-dedans. Ben voilà, alors aujourd'hui, on boit la Blanche de Chambly et c'est à l'entour de ce qu'elle représente, ce qu'elle nous met de l'avant, que c'est de ça que je vais vous parler. Commençons avec une petite gorgée, veux-tu bien? Ah, ça me fait tellement plaisir. Santé tout le monde. On l'a mérité. Un cheers à tout le monde. Pas besoin de boire de la bière à la maison ou en randonnée si jamais vous avez des écouteurs et vous écoutez un podcast. Surtout si vous êtes balado en voiture. On vous rappelle que c'est un balado qui prêche la modération, comme le disait Mario Daire, comme le dit encore d'ailleurs Mario Daire. Boire moins, boire mieux. Tout à fait. Donc là, on va boire mieux, Oui. puis moins, une blanche de Chambly. Ouais. Pourquoi une blanche? Pourquoi Chambly? Tu me passes ça raide, hein? Ah, c'est raide, Pourquoi raide, blanche, raide. pourquoi Le vif Chambly? du sujet. Alors, Blanche de Chambly, ben, on le voit bien, hein, la Blanche de Chambly représente tout à fait ce qu'est une blanche de type belge. Pourquoi Chambly? Eh bien, la genèse. 1992, André Dion, fondateur de la brasserie Unibrou, a décidé de se lancer dans le brassage de la bière. On l'a vu dans un podcast précédent. Il engage, comme il n'est pas brasseur lui-même, il engage un jeune brasseur belge du nom de Gino Van Tegen qui va partir de Belgique avec la culture brassicole belge, avec le savoir-faire, puisqu'il a étudié l'art de brassage. Il est maître brasseur, diplômé de Louvain. Louvain qui est la ville là où il y a Stella Artois. C'est la ville là où il y a l'université qui enseigne le brassage aux maîtres brasseurs belges. Donc, Gino arrive au Québec, il est belge, il est maître brasseur, il a appris à brasser en Belgique, entre autres chez Chimay, la bière trappiste, et il débarque au Québec avec l'idée d'être le brasseur officiel de cette brasserie à naître qui sera Unibrou. Et André Dion, à la question « Pourquoi blanche ?» Ben, de Chambly, c'est parce que c'est là que la brasserie est située. Mais il y a une raison historique à ça. Alors, pourquoi blanche? André Dion, avant de lancer sa brasserie, je le disais dans le précédent podcast, il travaille il prend un mandat pour l'AMBQ, l'Association des microbrasseurs du Québec, qui en 90 vient d'être créée. À l'époque de mémoire, il y a 5 microbrasseries qui font partie de l'association. Et il prend le mandat de voir comment ces jeunes brasseurs-là peuvent s'en sortir avec les problèmes de distribution qu'ils ont. Il fait le tour du monde, entre autres le Canada anglais, les États-Unis, pour voir l'état du marché québécois. Il va en Europe pour voir ce qui se passe avec les bières artisanales, la culture de la bière. Et lorsqu'il arrive à Bruxelles, il est avec sa dame, Mme Marcille, une belle dame bien mise, toujours en tailleur, qui parle le bien parce qu'elle est allée chez les religieuses et bon. Et Mme Marcille, qui aujourd'hui a probablement fin 70, début 80, comme les dames de l'époque, ne boit pas de bière.
Et André Dion arrive à Bruxelles. Ils sont sur une terrasse d'un bistrot, d'un café. Le serveur arrive. Bon, je vais prendre un mauvais accent, mais alors, vous prendriez une bière? Madame Marcel dit, ah, désolé, je bois pas de bière. Pardon, madame, vous êtes en Belgique? Ah ouais, bon, ben oui, ben là, vous devez boire de la bière. Et là, il se met à parler, ben je vais vous, dépendamment de vos goûts. Alors, André entend ça. Comme, OK, les goûts peuvent changer en fonction du type de bière. Ben, ça dépend ce que madame mange. Ah oui, parce qu'on peut mettre des bois différemment selon. Et là, il germe en lui l'idée de ce que pourrait devenir une brasserie qui fait de la bière belge. Mais surtout, suite aux commentaires de madame Marcel, le serveur lui dit, alors, je vais vous servir une blanche. Ah bon, parfait. Alors, madame Marcel reçoit la bière, boit la blanche, mais avant même de la boire, elle met son nez au-dessus. Avant même de sentir, elle dit, « Waouh, ça sent bon, ça, André? Sa bière sent bon. » La bière sent bon. La bière, ça sent bien. Non, cette bière sent bon. Et elle prend une gorgée, puis elle fait, « Hey, j'aime ça. » Pour la première fois de sa vie, elle aime une bière. Et l'histoire dit que elle a fini la pinte avant son mari. Elle lève la main. Elle dit, « Pardon, monsieur, j'en prendrai une autre. » Là, André dit, « Hey, attends un peu, là. » Les brasseries basses au Québec n'ont accès qu'à 50 % de la population. Les femmes ne boivent pas de bière à l'époque. Elles n'aiment pas le goût de la bière. Elles n'aiment pas le goût de la Pils. Elles n'aiment pas le goût des lagers blondes qui sont 100 % de l'offre à l'époque. Il se dit, moi, si j'ai une brasserie et que je fais une bière que toutes les femmes boivent, je vais aller chercher 50 % de la population. Je vais être successful. C'est comme... Et c'est là que son idée de dire, ben si je me prends une brasserie, si je pars une brasserie, je vais faire une bière blanche. Ma femme qui n'en boit pas, elle la trouve bonne. Je vais en vendre beaucoup. Et il revient et finalement, allez écouter l'autre podcast, 60-61. Vous allez avoir l'histoire de pourquoi du belge puis comment ça partit. Mais c'est pour ça il décide de faire une blanche parce qu'il sait que dans ce nouveau créneau des bières de microbrasserie, les bières belges n'existent pas, et tant qu'à faire une bière belge, ben il va faire ce qui semble être pour lui garant d'un succès. Sa femme l'aime, beaucoup de dames l'aimeront au Québec, et il revient avec l'idée de lancer une blanche, et il l'appelle Blanche de Chambly. Question, pourquoi de Chambly? Il aurait pu l'appeler la blanche de l'été, la blanche de n'importe quoi. Mm-hmm. Ah, là, tu me dis, oui, mais pourquoi, Sylvain? Ben, je regarde la bouteille, Oui. pardon, la canne, Oui. puis je vois le fort de Chambly. Oui. Clairement, vous vous asseyez sur un certain rôle historique de ce fort-là à Chambly. Qui n'était pas, au départ, pensé volontairement que ça deviendrait une ligne éditoriale. Par la suite, Unibrew a dit, OK, toutes nos étiquettes, nos noms seront en lien avec la culture, le folklore et tout ça, mais c'est pas l'idée au départ. L'idée au départ de Chambly, ben, il faut revenir maintenant à la... juste avant, parlons de la blanche. Ouais. Puis après ça, je vais te conter l'histoire du pourquoi de Chambly. Les blanches de blé, ben, ça va me permettre de faire la genèse. C'est très agréable et c'est doux et c'est rafraîchissant. Pourquoi? C'est le blé. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la bière n'est pas faite de blé, la bière est faite d'orge. C'était pas le cas à l'époque. Il y a 2000 ans, en Asie, les bières étaient faites avec du riz. Les Vikings faisaient de la bière avec une orge et l'ancêtre du blé qui était l'épeautre. Les gens d'Amérique du Sud faisaient de la bière avec du maïs. Donc, chaque région avait sa céréale. Oui, parce que en Afrique, tu as le sorghum. Millet, sorgho et quinoa. On se rend compte que l'orge est la céréale qui a le plus grand potentiel pour fournir le sucre et donc va faire beaucoup d'alcool. Donc, on finit par faire de la bière à peu près qu'avec de l'orge. On s'est gorgé d'orge. J'aime ça. Sur ça, je prends une gorgée. Oui, tu l'as mérité. C'est pas pire. Une gorgée d'orge, non. Je peux pas faire mieux. Alors, je vais arrêter là. Et donc, les bières, ce qu'on se rend compte, c'est que l'orge prend le dessus sur toutes les bières, mais il existe des bières de blé. Et ce que le blé apporte à la bière, c'est un petit côté acidulé. Et on le voit bien, les blanches, pourquoi c'est si bon l'été? Pourquoi souvent on les voit presque comme une limonade? C'est que le blé donne à la bière un petit goût acidulé. Donc, on le voit bien dans Blanche de Chambly. C'est doux, c'est léger, c'est acidulé. L'origine des bières de blé, Moyen Âge. On est au 14e siècle et c'est apparu en Bavière. C'est sacripant. À l'époque, la Bavière inclut également la République tchèque. Donc, le berceau de la Pilsner
a préalablement été le berceau des bières de blé. Donc, les premières bières de blé apparaissent 14e siècle, les années 1300, très localisées. Et tranquillement, on va commencer à avoir des bières de blé un peu partout. Il y a eu la fameuse loi de la pureté de la bière en 1516, la Reinheitsgebot, au Gebot, qui dit que pour faire une bière, pour qu'elle s'appelle une bière, on devra mettre que 3 ingrédients. À l'époque, 3 ingrédients. De l'eau, du malt et du houblon. Non, c'est pas ça pantoute. C'est de l'eau, de l'orge et du houblon. Pourquoi? Parce qu'on dit la céréale de blé doit être réservée à la production de pain. On ne peut pas faire grand-chose avec de l'orge. Consacrons l'orge à la bière. Mais on peut faire plein de choses avec le blé, dont nourrir le peuple. Et on est en situation un peu périlleuse. Je me souviens pas si c'était pour une guerre ou une famine, ou en tout cas... C'est une façon de diminuer les impacts négatifs de la disette et des pénuries. Quand il y a une pénurie de blé, tu ne mets pas ton blé dans la bière Ben voilà. si tu veux nourrir le plus grand nombre. Alors, on en fait une loi. C'est ça. Et on dit, à partir d'aujourd'hui, pour qu'une bière soit une bière, en Bavière, c'est le William IV, duc de Bavière, qui met cette loi de l'avant. Et il dit, pour brasser une bière dorénavant, il n'y aura plus de blé. C'est un peu le choc, parce que depuis 200-300 ans, on en boit des bières de blé, mais bon. Et ça aura duré 50 ou 60 ans, pendant laquelle il n'y aura pas eu de bière de blé. Et on va amender la loi quelques années plus tard pour dire, ouais, OK, on va autoriser les bières de blé. Donc, là, on est tombé avec la Reinheitsgebot, dit 3 ingrédients, de l'eau, du malt et du houblon. Mais la loi, aujourd'hui, elle est à 4 ingrédients. Oui, parce que Pasteur est arrivé plus tard et on savait qu'il y avait de la levure et on pouvait volontairement mettre une levure. Donc, maintenant, c'est 4 ingrédients. Au départ, c'était 3 et ça n'incluait pas le blé. Donc, bière de blé, Bavière, des raisons historiques, ça disparaît, ça revient et finalement, les bières de blé sont brassées en Allemagne. Limitrophe de l'Allemagne, c'est-à-dire en Bavière, qui devient l'Allemagne. Limitrophe de l'Allemagne, il y a la Belgique. Les Belges vont également adopter ce style de bière-là quelques années plus tard, les bières de blé. Et elles ne seront pas brassées partout en Belgique, les bières de blé. Elles vont être brassées dans une région qu'on appelle le Brabant et qui est la région de Hoegaarden. Hoegaarden! C'est devenu une bière célèbre. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de bière qui s'appelle Hoegaarden, mais c'est dans les alentours de la ville de Hoegaarden qu'on va se spécialiser dans cette fabrication de bières de froment, bières de blé, et elles seront sensiblement pareilles comme celles d'Allemagne. Non. Pour une raison historique, les moines qui vont commencer à faire la bière à Hoegaarden, on est rendu au 16e siècle, les années 1500. Ils se faisaient achaler un peu par les Hollandais, qui étaient à l'époque dominateurs, c'est-à-dire c'est eux qui contrôlaient la Belgique. Ils étaient un peu comme les boss, mais comme les Anglos au Canada versus les Français. Les Pays-Bas contrôlaient l'infrastructure, l'économie, puis grosso modo, c'était eux qui étaient en charge. Et plutôt que de taxer les moines qui faisaient de la bière sur leur bière, leur disaient, si vous voulez éviter de payer des taxes, achetez-nous des matières premières. Parce que nous, on a des colonies. Donc, les colonies hollandaises, les Pays-Bas, sont où? Sont en Amérique. Et on importe des trucs d'Amérique. Dont quoi? Dont la graine de coriandre. Dont une île sur les côtes du Venezuela qui appartient aux Hollandais, qui s'appelle Curaçao. Sur l'île de Curaçao, on a quoi? De l'orange. Et une orange qui est infecte à la consommation, qui est beaucoup trop amère. Mais donc, les Hollandais veulent quand même faire de l'argent avec. Oui, puis c'est un truc intéressant. Les Hollandais permettaient aux esclaves noirs de faire ce qu'ils voulaient avec l'orange. Il n'y avait rien à en tirer. Mais en esclavage, tu es dans la survie, tu vas trouver quelque chose à tirer de chacune des matières premières et des ressources que tu auras. Et finalement, les Noirs trouvent une façon de transformer cette orange en alcool. Et mon Dieu, c'est fort bon. Parce que si l'orange est trop amère à manger, sa pelure dégage un parfum et une huile fort agréables. Et bien, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Les Hollandais se rendant compte du potentiel de ça, vont tout d'un coup interdire l'utilisation de l'orange au noir, vont récupérer cette orange et c'est ce qu'ils vont utiliser pour faire, entre autres, les alcools à l'orange. Le Cointreau, le Triple Sec, le Grand Marnier, c'est de la pelure d'orange séchée, entre autres de Curaçao, qui va aromatiser ces alcools. Donc, les Hollandais ramènent ces trucs et les moines belges, pour éviter de payer des taxes, à Hoegaarden, vont dire « OK, on va mettre vos gogos dans notre bière ».
Parce qu'à l'époque, on aromatise la bière avec plein d'aromates. Il y avait le gruit, qui était un mélange d'herbes que seulement que les ecclésiastes, les moines contrôlaient, et en Angleterre, et en Belgique, et en France. Donc, on aromatisait la bière de toute façon, ce que l'on ne faisait pas en Allemagne, parce que la Reinheitsgebot interdisait d'aromatiser la bière. J'ai oublié de le dire, mais quand on dit, dorénavant, il y aura que le houblon, mais avant, il y avait plein d'aromates. Mais William IV contrôlait la production du houblon. Donc, il s'assurait qu'au lieu d'avoir différentes plantes duquel il ne retirait pas d'argent, en imposant le houblon comme le seul aromate, bien, c'est lui qui ramassait le profit. Ce n'est pas le cas en Belgique. On peut mettre des aromates et en plus, on se le fait obliger. Donc, on va se mettre à Hoegaarden dans notre bière de blé, de la pelure d'orange, parce que le blé, de toute façon, a un petit goût acidulé, citronné. Donc, en mettant de l'orange, on fait que être complémentaire de cette saveur. Et bien, la levure belge donne un petit côté un peu épicé. Si on met de la coriandre, ça fait que accentuer ça. Et c'est comme ça que les bières blanches belges se mettent à être aromatisées avec de la pelure d'orange et de la graine de coriandre. Et c'est exactement ce qu'on a dans Blanche de Chambly. T'sais, au nez, on a vraiment ce nez d'agrumes qui vient de la pelure d'orange et également, bien entendu, du blé. Et on sent les épices. Laquelle? La graine de coriandre. Et au goût, on l'a. Ce qui diffère d'une blanche belge à l'autre, ben c'est la proportion de blé qu'il y a à l'intérieur. C'est la quantité de coriandre, plus ou moins. La quantité de curaçao, plus ou moins. Certaines sont plus orangées, d'autres sont plus épicées. On dit qu'une blanche doit être composée avec une bière blanche ou une bière de blé, minimum 30 de blé. Les Allemands peuvent aller jusqu'à 70 de blé. Le reste de la céréale étant, bien entendu, de l'orge, comme dans à peu près toutes les bières au monde. Donc, on est en Belgique. On est à Hoegaarden. Les blanches sont fort populaires et c'est un peu la bière que tout le monde boit. Arrive, là, on est 200-300 ans plus tard, arrive le 20e siècle, arrive la Première Guerre mondiale, arrive entre autres la montée des lagers. Avec la Première Guerre mondiale, eh bien, on retrouve la même chose. On doit limiter la production de bière de blé. Donc, on arrête de brasser les bières de blé. On fait des bières à l'orge. Les lagers viennent d'apparaître. Les lagers sont fraîches, rafraîchissantes, pétillantes, limpides, beaucoup moins lourdes qu'une bière classique belge non filtrée, machin truc. Donc, suite à la Première Guerre, on recommence à faire des bières blanches, mais elles sont vraiment moins populaires. Deuxième Guerre mondiale, purée de figues sèches. On est avec le même problème. On ralentit la production des blanches. Elles arrêtent pendant quelques années. Lorsque la guerre se termine, on refait des blanches. Elles ont encore perdu de la popularité. Et on arrive au milieu des années 50. On est en 57, la dernière brasserie de Hoegaarden qui faisait encore une blanche, la brasserie Thomsen, cesse de produire de la bière. Ferme et il n'y a plus de bière blanche. Donc, un des plus vieux styles de bière d'Europe, un des styles de bière qui a été les plus populaires en Belgique, disparaît complètement de la map. 1957, il n'y a plus de production de bière blanche aux aromates de coriandre et d'orange en Belgique, même à Hoegaarden. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont commencé à boire quoi à la place? Les pils. Les fameuses pils de la République tchèque. Écoute, t'es jeune. Tu veux de la modernité, c'est des bières médiévales, c'est des bières de l'ancien temps, c'est des bières de papy. Tu veux pas t'associer à ça. Tu veux du truc léger, tu veux du truc facile à boire. Oui, elles sont rafraîchissantes, mais imagine là, que tu connais pas la modernité, puis je t'arrive avec une bière qui est claire, limpide. Tu regardes une blanche, c'est médiéval. C'est trouble. Alors, c'est vraiment l'attrait de la nouveauté, mais surtout la légèreté, la facilité à boire des pils, des lagers, qui fait en sorte que, c'est la même chose. Hein? Les bitters ont perdu de l'intérêt. Les IPA ont disparu au début du 20e siècle en Angleterre. Les vieux styles de bière ont presque tout disparu au profit. La pils a presque tout tué. La lager a tout oblitéré. Même au Canada, on buvait des ales anglaises. Molson, Labatt, Slimane, 3 brasseurs anglais, ils font des ales. Ils ont craqué, ils se sont mis à faire des lagers. Puis ça n'a pas été long que les bières blondes faciles à boire ont pris le dessus. Et même les ales commerciales d'aujourd'hui, qu'on pense à 50 ou à Molson X, ça ne goûte pas les produits qui avaient ces mêmes noms-là il y a 100 ans. Ils les ont édulcorés pour arriver avec un goût qui faisait plaisir aux gens, de modernité, de légèreté. Donc, en Belgique, disparition des blanches en 1957. Ah ben là, attends un peu, Sylvain, c'est parce qu'on la connaît, la Hoegaarden. Puis là, il n'y avait même pas de bière qui s'appelait Hoegaarden, c'était la ville au complet. D'où la question de pourquoi est-ce que la Hoegaarden est ce qu'elle est aujourd'hui? Ben là, alors, 9 ans plus tard, on est en 1966,
un laitier du nom de Pierre Célis, qui, étant plus jeune, comme salaire d'appoint, avait travaillé à la brasserie Thomson, donc avait vu comment on faisait une bière blanche. On est en 66, il est avec des amis, il est dans un café, il prennent une bière, il jase, puis il se remémore le bon temps à l'époque. La nostalgie dans le temps où il y avait des bières qui goûtaient un peu. Puis ça serait le fun. Ouais, oui, il n'y en a plus. Puis Pierre, il dit, sais-tu quoi? Moi, j'ai déjà fait ça de la blanche, fait que je m'en souviens. Je vais en faire. Et donc, chez sa blonde, dont j'ai oublié le nom, il décide d'en rebrasser sa cuisinière dans un chaudron chez la copine. Et puis, il n'y a pas de bouteille, il n'y a rien. Il met sa bière dans des pots de confiture Bonne Maman. Tu sais, la confiture Bonne Maman. C'est génial. C'est un pot de confiture un peu à angle. Et puis, nous, on appelle ça un pot maçon, mettons. Ouais. C'est un peu la même chose, mais avec une forme un peu particulière. Puis là, c'est bon. Et il continue à faire sa bière. Puis finalement, ça devient fort populaire. Et pas loin de Hoegaarden, il y a Leuven, la brasserie, la ville d'où a appris à brasser notre fameux Gino Van Tegen qui a commencé à brasser chez Unibrew. Et là, il y a beaucoup d'étudiants. Et la bière devient fort populaire auprès de la clientèle estudiantine qui se disent « Mais c'est quoi ce type de bière? C'est tellement plus naturel. On retrouve l'essence de... » Et parce que ça n'existait plus, parce que les vieux n'en boivent plus. Là, jeunes, tout d'un coup, ça devient à la mode. Comprends-tu? Et donc, Pierre dit, il finit par aménager une petite brasserie dans la grange, pas une grange, mais dans une écurie derrière la maison. Et puis, il continue à faire sa bière. Et les gens... il n'y avait pas d'embouteilleuse, là. Et les gens allaient vraiment chez lui les week-ends avec des boîtes de pots de confiture Bonne Maman. Et puis lui, il mettait ça là-dedans. Puis les gens disaient, on s'en va chercher de la bière à Hoegaarden. Alors un jour, il décide vraiment d'en faire une brasserie et il va appeler sa blanche la Hoegaarden, puisque ça rend hommage à la tradition brassicole de la ville, de Hoegaarden, qui ont fait les blanches depuis toujours. Et puis ça grossit, à tel point qu'il en vend aux États-Unis, il en vend en France, les Anglais aiment beaucoup cette bière-là. Un jour, il va passer au feu. Il va demander de l'aide pour rebâtir pas Ambev, mais Interbrew, qui à l'époque était propriétaire de, entre autres, Stella Artois, qui sont tout près. Finalement, Interbrew vont payer, ils vont racheter. Ils vont racheter carrément la brasserie de Pierre Célis. Pierre Célis, quelques années plus tard, devant le succès de sa bière aux États-Unis, va décider de déménager au Texas et de partir une nouvelle brasserie qui va s'appeler Célis White, et il va faire une blanche belge en Belgique. Mais l'histoire dit qu'entre-temps, Unibrew a parti une bière. Pierre Célis, de mémoire, c'est en 96. Unibrew, c'est en 92. Donc, on a fait une bière de type belge avant que le Belge qui a ramené la blanche belge en fasse une, ici même, en Amérique. Vous avez ramené la Belgique sous forme de blanche avec avant que le Belge qui l'a ramené lui-même chez lui en Belgique le fasse dans votre continent. C'est peut-être grâce à nous et le succès qu'on a eu aux États-Unis qui s'est dit, mon Dieu, tant qu'à voir des Québécois qui en font une qui goûte comme la mienne, je vais en faire une pour vrai là-bas. Cela dit, le succès est tellement grand avec sa fameuse Hoegaarden qu'il y a un brasseur à Bruxelles qui dit « Non, mais attends, on avait déjà eu une blanche, ça se vendait pas. J'en ai une recette, je vais refaire ça, moi. » Hoegaarden, c'est un petit village, 4000 personnes, je sais pas combien, mais c'est pas le bon chiffre, mais c'est rien. Et il décide d'appeler sa bière la blanche de Bruxelles. Et puis, il y a quelqu'un qui est dans la ville de Silly qui dit « Ouais, moi, j'en ai une, moi aussi, une recette de blanche. » Il rebrasse sa blanche, puis il l'appelait la blanche de Silly. À lui-même, il a relancé la tradition. Oui, mais ça devient une nouvelle tradition. Parce qu'à Bruges, la ville de la dentelle, c'est blanc, il y a quelqu'un qui brasse une bière, il l'appelle la blanche de Bruges. De Bruges. Et ça devient la mode en Belgique, fin des années 60, début des années 70. Quand tu brasses une bière blanche, nomme-la du nom de la ville où tu la brasses. Eh bien là, on arrive en 1992. On dit, je vais brasser une blanche. Ma brasserie sera à Chambly. Je l'appellerai donc la blanche de Chambly. Et voilà, tu as ta réponse. Voilà. Ça a le mérite d'être très logique. Et c'est vraiment avec celle-là qu'Unibrew fait sa marque. Ça n'existe pas. Mm-hmm. On est les premiers à faire non seulement une... Il y en avait des blanches. C'est votre première bière, hein? C'est la première bière. Ouais. Dans les faits, il y avait déjà des blanches au Québec. Mais elles étaient brassées, il y avait 2 ou 3 pubs qui en faisaient, et c'était que dans les pubs. Et c'était pas refermenté. Dans les fûts, on refermentait pas. Unibrew arrive avec la proposition d'une blanche, mais
embouteillée, refermentée et en distribution dans le réseau au complet des dépanneurs et des épiceries. Et c'est ça qui était nouveau. Il y avait des blanches en importation. Il y avait la blanche de Bruges à la SAQ, il y avait la branche de Bruxelles à la SAQ, mais c'était de l'importation. Du local, il y en avait en fût dans les pubs. Ça, mais c'est en drôle. vente libre dans les dépanneurs, les épiceries, Ouais. c'était complètement révolutionnaire. Dans les années 80 ou 90, pendant 5 ans, la SAQ a ouvert son volet SAQ bière. Tout à fait, Ça a 2 duré 5 succursales. ans, 2 succursales seulement, ce qui est une mesure du manque de succès à la fin. Pourquoi ça a fermé? Ça dure 5 ans, le monde n'est pas au rendez-vous. Les clients sont pas là. Ah, c'est difficile de faire des profits, la bière dure pas assez. En tout cas, j'étais pas sur le conseil d'administration qui a pris la décision, mais je pense qu'il est faux que ça ne fonctionnait pas. J'étais Ah oui? client et il y avait toujours du monde. Le problème que la SAQ s'est rendu compte, c'est que c'est pas payant. C'est payant à ce vendre que de je la voulais bière. dire, oui. En fait, ils en vendaient, Ouais. mais tu vends une bouteille à 2,89 sur laquelle tu fais 30 de profit. Ouais. Avant de payer ton employé C'est ça. syndiqué puis ton pied carré, ben pour le même espace, pourquoi tu ne vendrais pas une bouteille de vin à 15$? Je comprends. Oui, tout à Donc, fait. et c'est ça. Donc, c'est pas que le consommateur n'était pas au rendez-vous, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était pas C'est payant. ça, la nuance. C'est Ouais, ça la ouais, je nuance. comprends. Et encore aujourd'hui, pourquoi la SAQ ne veut pas vendre plus de bière? Ils vont nous sortir plein d'excuses. Moi, je pense que la vraie raison, pas payant. Pour le même espace, ben, tu vends un produit à... Bon, on est rendu peut-être à 4,89 avec une bouteille de bière importée ou 5 Ouais. Ouais, mais tu n'as rien à 5$ à SAQ. Donc, tout ce qui se vend plus cher. Donc, et comme chacun des gérants est analysé à la fin de l'année sur la rentabilité du pied carré de son établissement, ben il n'est pas intéressé à mettre le 2 tiers de son établissement dans la bière parce que c'est pas rentable. Je comprends. Ben voilà. Fait que ben, ça, c'est mon interprétation. Dans ton interprétation, Oui. quel est le rôle du fort de Chambly lui-même? Parce que là, je suis en train de te faire. Là, je te force à pivoter Oui, je te vois bien. du côté de l'histoire de notre province préférée à nous deux, dans ce beau pays du Canada, qui est le plus meilleur pays au monde, comme le disait Jean Chrétien. Chambly est son fort. Quel est le rôle du fort de Chambly? Pourquoi on l'a construit? Qui l'a construit? Ça servait à quoi? Ça mangeait quoi en hiver? Est-ce que de la Parfait. bière, ça consomme de la nourriture? Je t'oblige à répondre à toutes ces questions-là dans l'ordre que tu veux. Ben, je peux-tu choisir puis dévier vers d'autres choses? Tu peux aussi répondre à des choses qui sont plus pertinentes que D'accord. est-ce que de la pierre consomme de la nourriture? Juste avant, je vais me permettre de retourner dans le sujet. J'ai oublié de mentionner le vocable. Une blanche belge a un nom et une blanche allemande a un nom. Alors, une blanche allemande, c'est ce qu'on appelle une Weizen. W-E-I-Z-E-N. Ça veut dire froment. Ça veut dire bière de blé. C'est quoi du froment? Ça veut dire blé? C'est comme l'ancêtre du blé, OK, je si comprends. j'ai bien compris le principe. Donc, Weizen veut dire blé et il y a les Weiss, W-E-I-S-S. Dans la chanson de la mélodie d'une bonheur, Edelweiss, ça veut dire petite fleur blanche. Weiss veut dire blanc. Donc, une Weiss, c'est une blanche. Une Weizen, c'est une bière de blé. Les blanches sont toujours des bières de blé. Donc, Weiz est une Weizen. Weizen n'est pas nécessairement une Weiss. Et il y a les Hefe, H-E-F-E, Hefeweizen. Hefe veut dire levure. Donc, qu'est-ce qu'une Weizen? Une bière de blé. Qu'est-ce qu'une Hefeweizen? C'est une bière de blé sur levure. Bien là, on est proche en tabarouette d'une blanche belge. Si on regarde la blanche de Chambly, c'est une bière de blé avec de la levure. À la différence que les aromates, et les Belges appellent ça une Witbier. W-I-T, bier, comme les Allemands, B-I-E-R. Alors, Hefeweizen, une bière de blé sur levure, pas d'aromates, c'est allemand. Et les Witbier, W-I-T-B-I-E-R, c'est les blanches à la belge avec levure, mais bien entendu des aromates. Voilà. Ça marche? Ça, c'est Terminé. clair, c'est clos, c'est précis et c'est aussi cohérent qu'une blanche de Chambly, dans le sens que c'est délicatement balancé. Maintenant, moi, je vais être forcé C'est de fort. réécouter cette explication-là à au moins 2 reprises pour être sûr que ça rentre dans ma mémoire. Je m'étais toujours demandé, en fait, c'était quoi un Hefeweizen? Ça, c'était un problème parce que je me dis, OK, c'est une bière de blé. Oui, mais il y a plein d'autres bières de blé. Ça veut rien dire, en fait. Hefeweizen, Ben, dans ça les veut faits, dire que il y a- c'est la bière sur levure. Oui, De blé. Oui, c'est ça. Mais tu as des Dunkelweizen. Alors, Weizen veut dire blé, Dunkel veut dire foncé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'une Dunkelweizen? C'est une bière de blé
rousse ou brune. Ensuite, il y a les Kristallweizen. C'est une bière de blé cristal, donc filtrée. On enlève la levure, donc ce n'est pas une Hefe. Hefe, H-E-F-E veut dire levure, donc le cristal, c'est l'inverse. C'est une blanche dont j'aurais retiré la levure. Mais à chaque fois que tu vois le mot Weizen, ça veut dire blé. Ça a le mérite d'être très clair, très Voilà. précis. Fait que, Le fort. Mais là, les gens qui étaient dans le fort de Chambly, là, C'est qui ça? non, mais ils buvaient-tu de la Hefeweizen? Pas du Comment tout. ça marche, l'histoire? D'où on vient? Alors, d'où on vient? On a pas mal de descendance française. Je te ramène à l'époque de la Nouvelle-France. On est en 1665. Louis XIV a un problème important. Il n'y a pas de colonisation de sa colonie. D'ailleurs, Cartier arrive en 1534. Quand Champlain arrive en 1608 pour fonder la ville de Québec, il y a, je pense qu'il n'y a pas 300... il n'y a pas 300. Il n'y a pas de colons ici. Il n'y en a pas. Donc, de 1534 à 1608, il ne s'est rien passé avec la colonie. Puis là, Champlain arrive, puis là, il se met à essayer de coloniser. Il y a un rêve, apparemment. Oui, c'est ça. Le rêve de Champlain. Mais, hein? Et j'ai le chiffre ici, là. En 1666, il y a 3000 colons en Nouvelle-France. Donc, de 1608 à 1666, 3000 personnes sur l'étendue du territoire. Ils étaient déjà 10 fois plus nombreux à New Amsterdam avec les Hollandais et un peu plus bas avec les Anglais. Donc, il faut amener du monde ici. Donc, le problème le plus important, c'est, tu sais quoi? C'est qu'il ne peut pas avoir de colonisation parce que les Français ont de la difficulté contre les Indiens. Lesquels? Les Iroquois. Ils n'ont pas volé le territoire, les Français. Ils se sont fait dire, venez ici, faites ce que vous voulez, vous vous installez, vous êtes chez vous. Champlain, il retourne puis il dit, « Hey, mon roi, les chefs là-bas m'ont dit que vous êtes les bienvenus, on peut aller s'établir. » Le problème, c'est que les Indiens disent aussi, « Notre ennemi devra être votre ennemi. » Il faut les combattre. Et c'est qui? C'est les Iroquois. Donc, les Français sont en guerre contre les Iroquois. Et où sont les Iroquois? La vallée du Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, mettons, en bas de Trois-Rivières. Ou en haut de Trois-Rivières, plutôt. Donc, en amont de Trois-Rivières, les Iroquois sont là, la vallée du Richelieu, et ils montent, après ça, ils s'en vont jusqu'en Ontario. Ils sont en guerre contre les Français. Donc, aussitôt que les Français s'installent à Verchères, ils sont attaqués par les Iroquois. Et aussitôt qu'ils se mettent à Sorel, aussitôt qu'ils se mettent toutes les petites villes le long du fleuve, ils sont attaqués. Donc, tu peux pas avoir de colonisation, c'est la guerre. 1665, Louis XIV dit « OK, faut qu'on rentre en guerre. » Et il décide de mandater un régiment qui va venir essayer de combattre les Iroquois. Et il prend à l'époque ce qui est son régiment le plus célèbre, qui arrive de victoire incroyable en 1664 contre les Turcs, et c'est le régiment Carignan-Salière. Le régiment Carignan-Salière, j'ai oublié les prénoms, là, Carignan, c'est un monsieur, Salière, c'est l'autre, et ces soldats-là qui arrivent de Turquie, qui ont déjà plusieurs faits saillants émérites dans leur histoire, là, c'est vraiment les meilleurs soldats du roi. Ils décident de les envoyer à partir de 1665. Pendant toute l'année, je pense qu'il va y avoir une affaire comme 8 ou 9 bateaux différents qui vont arriver ici à partir de juillet jusqu'à la fin octobre ou novembre. Et au total, il y aura 1200 à 1300 soldats qui vont arriver avec vagues successives pour venir défendre le territoire. D'ailleurs, 1665, c'est l'année d'entrée en fonction de... T'en souviens-tu? 1665. Alors, je vais te le dire, c'est un peu compliqué, tu ne pouvais pas savoir vite comme ça. Talon. Jean Talon. L'intendant. L'intendant. Oui. Il y en avait un avant lui, mais il a été un peu fainéant. Il n'a pas fait grand-chose. Le premier vrai intendant. Il est spécial, Jean Talon, ben parce oui. qu'il y a aussi l'oreille du roi. Oui, bien, il y Puis avait la surtout poche du roi. il y avait surtout des mandats très clairs Ouais, donnés ouais. par le roi. Il y a de l'argent aussi. Ben oui, parce que le roi, à partir de là, pour la première fois, il dit faut que je fasse marcher cette colonie-là. Donc, Talon arrive ici avec des objectifs de devenir un peu autonome sur la colonie, mais tu peux pas être autonome si tu n'as pas de famille puis tu n'as pas de colons. Donc, tout ça se tient. Alors, lorsque Talon arrive, il est accompagné sur le bateau par des soldats du régiment Carignan-Salière. Donc, le premier groupe de soldats qui arrivent, en juillet 65, ils arrivent avec Talon à bord, ils laissent Talon à Québec, ils s'installent, et puis au fur et à mesure que les soldats arrivent, ils vont remonter le fleuve et ils vont aller bâtir 3 forts,
le long de la rivière aux Iroquois. Est-ce que c'est toujours le même nom aujourd'hui, cette rivière-là? Non, C'est-tu la rivière... c'est dans la vallée du Richelieu? c'est le Richelieu. Voilà. Richelieu qui était pas Un cardinal? un cardinal, merci. Voilà. J'avais juste Monseigneur en tête. Le cardinal Richelieu va donner son nom à la rivière, mais à l'époque, on l'appelle la rivière aux Iroquois. Et pourquoi? Parce qu'elle arrive des Adirondacks. C'est au cœur des Adirondacks. Le lac Champlain, c'est le cœur du territoire des Iroquois. D'ailleurs, les Français les appellent les Iroquois. Mais les Iroquois ne s'appellent pas des Iroquois entre eux. Le nom des Iroquois, c'est... Je l'écris parce que j'ai toujours à me dire... Les Odinozonis. Oui, c'est ça. Odinosaurus, c'est les Iroquois que nous, on appelle. La gang la plus féroce avec laquelle on a de la difficulté, c'est ceux qui sont dans la région de Montréal, qui, eux, s'appellent les Anironons, qu'on appelle, à dire Agnés. Puis eux sont aussi, dans le fond, en guerre contre la les gang Algonquins, qui est les alliée Hurons, finalement aux Français. Exactement. Les Atikamekw sont en guerre contre eux. Les Atikamekw qui sont au nord, sur la rive sud, les Algonquiens, les Hurons dans les Grands Lacs. Qui sont les Wendat. Les Wendat, qui sont déménagés à Québec par la suite, parce qu'exterminés, entre autres, par les Iroquois. Donc, ils sont en guerre contre tout le monde. Le groupe le plus féroce, c'est les Agnés. C'est ceux qui sont dans la région de Montréal. Et Agnés, pour nous, Mohawk pour les Anglais. Les Anglais et les Hollandais vont désigner cette tribu-là, les Mohawks. Alors, en 1610, Champlain, 2 ans après avoir fondé Québec, il remonte tranquillement. Là, je reviens dans le temps. Là, j'étais en 1665, mais je reviens en 1608, en 1610. 1608, on fonde Québec. 1609, on remonte le fleuve un peu, on cartographie. 1610, on arrive dans la région de Montréal. Qui? Champlain. Cartographie la rivière, accompagné par des Indiens. Puis là, ils disent, on fait attention, on est en territoire agné, on est chez nos ennemis. Et là, Champlain avait vu la baie de Chambly. La rivière aux Iroquois, à Chambly, faisait un coude et créait une grande baie, dans les faits, où c'est presque un lac, mais et il se fait, hey, wow, c'est un point stratégique incroyable pour faire ou un fort ou un poste de traite. Donc, quand la gang de 1665, les soldats du régiment Carignan-Salière arrivent, ils savent exactement où ils s'en vont, ils connaissent le territoire, parce que Champlain était remonté jusqu'au lac Champlain. Il a donné son propre nom lui-même au lac. Il est allé jusqu'à Albany, combattre les Mohawks. Donc, on connaît le territoire, on sait exactement où mettre les forts, et c'est comme ça que les soldats arrivent en 1665 et vont bâtir 3 forts. Éventuellement, il y aura 5 forts. Ils sont avec ce mandat-là. Et le plus gros, c'est là où Champlain avait dit que c'était le meilleur spot, c'est à Chambly. Et le jour où il commence la construction, c'est la fête de la Saint-Louis, et on va appeler le fort Saint-Louis. À l'époque, 1665, c'est une barricade de bois. Des murs, des palissades, 15 à 20 pieds de haut. On se bat contre des Indiens, des haches et des flèches. Pas besoin de murs de pierre, c'est trop long à faire. Barricade en bois, on se réfugie à l'intérieur. Là, il faut savoir, le territoire, il est sauvage. Il n'y a pas de champs. Il y a des champs, mais je veux dire, il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas de route. Non, il n'y a rien. Les autoroutes, ça va venir 3 siècles plus tard. Oui. D'ailleurs, je vais revenir plus tard. On est vraiment pas loin du chemin des patriotes et il y a un lien direct avec cette histoire-là. Alors, 1665, Carignan-Salière, les soldats débarquent, ils vont bâtir une palissade. Il va y avoir des petites escarmouches avec les Mohawks, que les Français appelaient les Indiens. Et là, le contingent grossit et on se ramasse à 1300. Ils ne sont pas 1300 à Chambly. Il y en a qui sont restés à Québec, il y en a qui sont à Trois-Rivières, il y en a qui sont à Montréal. Il va y avoir le lieutenant qui s'occupe de tout le régiment, c'est un dénommé Tracy. Hein? Tracy, la ville. Son nom de famille, c'est ça, je te demandais si son prénom, c'était pas Sorel. Non, son prénom, c'était Alexandre de Prouville. D'ailleurs, ce coin-là, il y a une ville qui s'appelle Prouville. Alexandre de Prouville de Tracy, lieutenant général. C'est lui qui est en charge du régiment Carignan-Salière. Il va mettre certaines compagnies, 8 à Québec, 3 à Montréal, et il envoie 2 compagnies à Chambly qui vont être sous la gouverne d'un jeune capitaine, je pense qu'il a 23 ans, il s'appelle Jacques de Chambly.
Alors, Jacques de Chambly, jeune capitaine, 23 ans, arrive avec 2 compagnies, s'installe, monte une palissade, puis on va aller battre les Indiens. Et c'est comme ça que ça part. D'ailleurs, Unibroue a sorti une autre bière quelques années plus tard, en 2005 de mémoire, qui faisait suite à la blanche de Chambly, et ça a été la noire de Chambly. Et si vous allez voir sur les internets, vous allez voir des images de la noire de Chambly, et ce qu'il y avait sur l'étiquette, c'était les soldats du régiment Carignan-Salière. Ils avaient des choses vraiment intéressantes. Ils avaient un uniforme unique pour des soldats français. Rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas équipés pantoute, et en vêtements, Il y a et cette en petite armes. chose en Amérique du Nord qui s'appelle l'hiver. T'en parleras aux gens qui habitent Exactement. au Canada puis au nord des États-Unis. Mhm. Le Colorado, là, avec le petit habit colonial français. Les petits bas de du soie, septi- les oui, petits souliers à talons hauts, hein, oui, ça oui, va. c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Alors, les soldats du régiment Carignan-Salière avaient quelques trucs particuliers. Entre autres, ils étaient les seuls de tous les soldats français à avoir un chapeau noir, alors que les autres, ça pouvait être du beige. Bon, c'était du blanc qui était sale peut-être, mais en tout cas, il était beige. Ils avaient différentes teintes Ouais. sur leur chapeau et leur feutre. Les seuls qui ont un chapeau noir étaient les les soldats du régiment Carignan-Salière. Ils ont un grand manteau qui est brun, quelque chose unique. Ils ont des pipes, alors que les autres soldats n'ont pas de pipe, parce qu'ici, on fumait le tabac. Le tabac est américain. Donc, rapidement, ils voient la vertu du tabac. Alors, ils ont chacun une pipe et ils ont surtout chacun une hache. Pourquoi? Bien, parce que c'est beaucoup plus facile de se battre corps à corps contre les Indiens qui eux-mêmes ont des haches. Et la hache te permet, en temps de paix, de couper des arbres, de monter ta palissade. Ouais, ça a le mérite d'être très pratique, contrairement à l'arquebuse qui, au mieux, va faire un bruit, envoyer un projectile dans un endroit complètement aléatoire et autrement demander un temps de rechargement qui est littéralement infernal et propre à causer ta perte si jamais tu recharges ton arme pendant que quelqu'un se fonce vers toi avec une hache, mettons. Parce que J'en ai 50 vraiment beaucoup contre Ah oui, l'arquebuse, si tu comprends. Ben, Est-ce que, oui, est-ce non, que je mais- suis suffisamment clair? Oui, non, mais J'en j'ai ai beaucoup compris. contre l'arquebuse. Et je te confirme que 55 ans auparavant, lorsque Champlain, pour la première fois, a remonté la rivière aux Iroquois, qui a passé son lac, qui a nommé le lac Champlain, qui s'est ramassé pour sa première bataille contre les Agnés, qui avait jamais entendu un coup de tonnerre qui sortait d'un bout de bois, c'était la première fois en Amérique du Nord qu'on entendait... C'était la fameuse arquebuse de Champlain qui lui a permis, avec une poignée d'hommes, je pense qu'il était 3, de faire fuir tous les Mohawks qui étaient là. Ils étaient plus de 600 parce que ce coup de tonnerre-là, Ouais. eh bien, c'était effroyable. Alors, le fort Chambly est bâti par ceux qui étaient à l'époque sur la Noire de Chambly, les soldats du régiment Carignan-Salière. Pendant toute cette année-là, il y a quelques escarmouches. Au début je ne veux pas dire de bêtises, mais à la fin 1665, les Français vont faire prisonnier le chef des Mohawks. C'était un homme. Sais-tu comment il s'appelait? Non. Ça ne s'invente pas. Tu ne pourras pas le savoir si tu le sais. C'est-à-dire, tu ne pourras pas le deviner. Il s'appelle... Non, mais tu ne peux pas même pas ça. OK. Il s'appelle Bâtard Flamand. Flamand. Le chef des Indiens, des Mohawks, pardon, en 1665, qui sont à Montréal et qui sont au lac Champlain et il s'appelle Bâtard Flamand. Pourquoi? Parce qu'il est né d'un père hollandais, un Ouais. flamand, et d'une mère autochtone. Puis ce gars-là s'est retrouvé à être chef de Oui. sa nation. Oui, parce qu'il avait des attributs, il comprenait mieux Ouais. les Européens. Et là, on est en guerre. Là. Ouais. Et comme... C'est une bonne chose que tu comprennes ton ennemi. Tu comprends? Et comme les Français veulent pas faire de commerce avec les Mohawks, puisqu'ils sont les ennemis de leurs alliés, ben les Mohawks, rapidement, veulent faire du troc eux aussi, puis ils veulent vivre avec ce qu'apportent tous les Européens. Donc, ils deviennent les partenaires d'affaires des Hollandais et des Anglais. Il y a quelque chose qui se passe aussi avec les Hollandais, c'est que contrairement aux Français et aux Anglais, ça leur dérange pas, eux, de vendre des armes aux Autochtones. Jamais les Français voulaient le faire parce qu'ils savaient que c'était pas parce qu'ils voulaient pas se faire tirer dessus par les Autochtones et les autres tribus. Ils voulaient pas qu'entre eux, ils se battent. L'idée de Champlain a toujours été d'unifier les nations, de faire des traités et non pas de combattre par les armes. Donc, l'idée, c'était pas « je garde les armes pour pouvoir te tirer dessus Ouais. c'est « je veux pas qu'entre vous, vous entretuez avec les armes que je vais vous fournir ». Et devant la menace des alliés autochtones, des Français,
de laisser tomber l'Alliance si finalement vous ne donnez pas des armes, parce que nos ennemis maintenant, ils en ont, c'est à contre-cœur que les Français ont dit, OK, ben oui, vous allez pouvoir vous défendre maintenant avec des armes, parce que, comme tu viens de dire, les Anglais et les Hollandais n'avaient aucun scrupule à donner des armes aux Agnés, aux Mohawks, Ouais. parce que de toute façon, ils se battaient contre les Français. C'est ça qui est bizarre, tragique, puis évidemment intéressant d'un point de vue historique, c'est que dès que les Européens arrivent, ils initient une course à l'armement. La possession d'armes, de cheval, les rivalités sont multipliées par 1000 à peu près, parce que tout d'un coup, tu as des technologies qui n'existaient pas avant. Fait que là, c'est la course à celui qui va adopter cette technologie-là. Puis ça, c'est dans le calcul de chaque nation autochtone. C'est aussi dans le calcul des alliances géopolitiques. Puis tout ça s'aggrave mutuellement. Puis ça fait la grande tragédie, dans le fond, de l'interaction des Européens avec les gens qui étaient là bien avant. Il y avait les querelles. Ces querelles-là sont multipliées par 10, 15, 20, 1000. Après ça, tu arrives avec les pestes, les maladies, puis tout. Ouais. Alors, la date, je vous disais, c'est fin 65, pas du tout, c'est en mars 66, donc presque un peu moins d'un an après le début de la palissade du Fort Saint-Louis à Chambly, sur le long de la rivière aux Iroquois, que Bâtard Flamand va être fait prisonnier. T'as raison, c'est pas un nom qui s'invente. Non, mais c'est ça, Bâtard, parce qu'il était né d'un père et une mère qui n'étaient pas de la même nation, et Flamand, parce que son père était hollandais. Alors, il sera à Québec, escorté par Tracy et Jacques de Chambly pour une reddition, mais finalement, il n'y aura pas de reddition. Il va être fait prisonnier. Les Français veulent vraiment venir à bout des Mohawks. On est en mars. En juillet, il y a une expédition, et là, c'est Tracy lui-même qui dit « on va aller les achever », qui part, qui décide de remonter par Chambly, le long de la rivière, passe le lac, rentre, il se rend jusqu'à Albany, et il arrive là. Et bon, ils ont brûlé des villages en chemin. Et quand ils arrivent au cœur de là où devaient être les Agnés, ils sont pas là. Ils ont quitté. Et donc, les Français pensent que, ils viennent de gagner. Nos ennemis ont quitté le territoire. Mais ils les ont vu venir. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Sachant qu'ils s'en est, ils se sont sauvés devant la force d'une armée de... Je ne dis pas que tous les soldats sont allés, mais quand le lieutenant-général Tracy lui-même est là, il n'est pas tout seul dans le bois. Donc, ils se sont sauvés. On est rendu en juillet. Et finalement, à la fin de cette année-là, c'est-à-dire au début, en mars 67, Bâtard Flamand est amené en France avec Tracy et on va signer une reddition. Les Mohawks vont s'engager à dire « Nous n'attaquerons plus les Français. C'est beau, on se rend. » Et bien voilà. Et c'est pour ça que là, tout d'un coup, le peuplement commence. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la Grande Paix de Montréal en 1701? Non, c'est venu un petit peu plus tard. 1700 quelque chose? Parce que là, je suis pas trop sûr de ce bout-là, mais la signature avec les Mohawks, c'était « et les Français ». Mais ils sont encore en guerre avec les autres nations. C'est ça. Alors que le traité de Montréal et la Grande Paix, c'est avec toutes les nations. Donc, il n'y a plus d'attaque mutuelle. Ce que ça veut surtout dire, c'est qu'à partir de 1667, il n'y aura plus d'attaque de tes ennemis. Et là, tu vas pouvoir commencer à peupler. Et je te ramène à la troisième bière de la gamme de la trilogie de Chambly. On a parlé de la Blanche et de son fort. On a parlé de la Noire et ses soldats qui ont bâti le fort. Mais là, tout d'un coup, il y a une paix. On peut se mettre à coloniser. On n'a pas parlé de la Noire et des soldats qui ont bâti le fort. Ben oui. La Dunkel? T'es drôle. Non, la Noire de Chambly. La Noire de Chambly avec l'image qui est les soldats du régiment Carignan-Salière dessus. Oui, ben oui. Mais on a eu une troisième bière. Je sais pas si tu te souviens, on la brasse plus depuis quelques années. Il y avait la Blanche de Chambly, la Noire de Chambly et la Blonde de Chambly. J'ai entendu ça souvent, la Blonde de Chambly. Alors, Blonde de Chambly, jamais bu une. Si vous voulez aller voir sur vos appareils, vous allez voir Blonde de Chambly. On voit derrière, au fond de l'étiquette, des bateaux et devant, deux belles dames, une brunette, mais au premier plan, une blonde. Délicieuse, belle, ravissante, avec sa dentelle. Ce sont des jeunes femmes. Une blonde, c'est une blonde. Au Québec, qu'est-ce que ça veut dire, une blonde? Ben, ça veut dire conjointe, c'est les filles du roi. Ce sont les filles du roi. Les filles du roi, le boom, c'est après 67. Mais ça a commencé un peu auparavant. Les premières filles du roi, c'est 1663. Donc, 2 ans avant l'arrivée de Talon et ça, des soldats. Ce sont des femmes de pensionnat, je pense,
qui sont envoyés en Nouvelle-France pour supporter la colonisation Pour venir par faire le des roi. bébés. Pour venir faire des Exactement. bébés. Alors, c'est 1663. Ça dure 10 ans. Les filles du roi, c'est 1663, 1673. Il y aura 3000 femmes qui vont arriver dans ces 10 années-là. Alors que je t'ai dit qu'en 66, il y avait 3000 habitants en Nouvelle-France. Wow. Donc, dans 10 ans, ne serait-ce que par la présence féminine, on va doubler. Le but, chaque homme doit avoir une femme. Il faut peupler le territoire. Et ça commence en 1663, donc avant la paix, avant que les soldats du régiment Carignan-Salière arrivent et que Talon mette en place ces trucs et que le roi décide vraiment de mener la guerre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est une dénommée Jeanne Mance. Excuse-moi, pas Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, qui était à Montréal. Marguerite Bourgeois était la protégée en France de la sœur de Chamédé de Maisonneuve. Chamédé de Maisonneuve, c'est celui qui a établi Montréal. Au départ, qui s'appelait Hochelaga. Donc, c'est un Français qui vient ici, part de Québec, puis il s'en vient faire un poste de traite et faire une petite communauté à Montréal, Chamédé de Maisonneuve. Il avait besoin de colons, donc il est arrivé avec un groupe, je ne me souviens plus combien ils sont, puis il avait surtout besoin d'une femme pour prendre soin des blessés, parce qu'on était pour se battre contre les Indiens, de s'occuper des gens qui étaient pour se blesser pendant la construction de la ville, les quelques rares enfants qui existaient, et par le biais de sa sœur, il va se faire envoyer une jeune novice. Elle n'est pas novice, elle est un peu plus vieille, mais c'est une de ses protégées et c'est Marguerite Bourgeois qui arrive ici et qui va, dès la fondation de la ville de Montréal, être sur place. C'est entre autres elle qui va mettre sur place le premier hôpital qui est l'Hôtel-Dieu. C'est aussi elle qui va bâtir ce qui est encore sur place aujourd'hui, la chapelle qui est dans le Vieux-Montréal, qui est le marché Bon Secours. Donc, l'église Bon Secours, eh bien, c'est Marguerite Bourgeois qui va la mettre en place. Et Marguerite Bourgeois va, à partir de 1663, se mettre à amener ici des filles pour venir coloniser, parce qu'il n'y a pas de gars, il n'y a pas de madame. C'est juste, elle est la seule. Ouais. Donc, la première année, c'est 17 femmes, filles qui vont venir. À partir de 1665, le roi va prendre en charge, et c'est là, avant, ce n'était pas les filles du roi, on les appelait les filles à marier. À partir de 1665, Louis XIV va dire, je prends en charge tout. Je m'occupe du recrutement, je m'occupe de leur fournir les frais, de payer pour les frais de traversée. Il va leur donner c'est pas une solde, mais il leur donne un certain montant d'argent pour partir et il leur donne un trousseau dans lequel il y aura du tissu, une quantité phénoménale d'aiguilles, une paire de souliers. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme tu as dit, c'est des filles qui sont des orphelines. Non, erreur. Non? Ça, c'est la croyance populaire. Pourquoi? Parce que notre histoire nous a été contée par les religieux. Et les religieux, il faut que tout le monde fasse pitié. Puis les religieux, ils sont là pour prendre soin du monde miséreux. C'est vrai qu'il y avait des femmes, des filles qui étaient des orphelines. La plupart des orphelines venaient de la ville de Paris. D'ailleurs, elles n'étaient pas jeunes. Elles avaient entre 16 et 40 ans. OK. L'âge moyen des filles du roi, 26 ans. Ce qui était vieux à l'époque pour une personne non mariée de genre féminin. Tout à fait. Et oui, il y avait des orphelines, mais rapidement, on va vider les orphelinats de Paris. Alors, à partir du moment où il y a un recrutement, à partir du moment où le roi s'en charge, à partir du moment où il n'y a pas une dot, mais il y a un montant d'argent qui vient avec ça, on est capable d'aller chercher une autre type de Là, il y a clientèle. plusieurs candidates à la mairie. Eh bien, voilà. M-A-I-R. Ouais. Alors, oui, il y a des orphelines. Oui, on a tellement entendu ça souvent, des prostituées, des filles de mauvaise vie. Ça, Ouais. les religieux, ils n'en parleraient pas, là. Ben, ils le disaient. Ah oui, ils le disaient aussi? Parce que grâce à eux, ils les ont sortis de cet état de débauche. Puis beaucoup de ces jeunes filles étaient des filles de bonne famille qui avaient juste le goût de sacrer le camp. Sérieux? Ouais, on est en 1663. Ça va complètement contre tout ce qu'on m'a raconté sur les filles du roi. Bien sûr. Je te dis pas qu'elles étaient toutes comme ça, mais il y en avait. Il y en avait. Et il y en avait que, hey, c'est parce que moi, là, j'aimerais ça être chef de famille. Tu peux pas être une fille. Non, mais j'ai le goût de faire... Non, toi, tu vas te marier avec celui qu'on va décider pour toi, puis tu vas faire ce qu'on va te dire dans la vie. Si tes frères sont riches, tes frères, c'est des soldats, toi, tu n'as pas accès à ça. Alors,
certaines filles, devant la possibilité de se créer une nouvelle vie et d'enfin pouvoir réaliser leur rêve, vont dire, sais-tu quoi? J'embarque sur le bateau puis je décolle moi avec. Ça, c'est un autre élément crucial, je pense, de l'histoire des filles du roi. C'est qu'elles avaient le choix. Lorsqu'elles débarquaient, le mariage ne leur était pas nécessairement imposé. Pas Est-ce du que tout. je me En trompe? fait, le mariage est imposé du fait qu'elles s'embarquaient avec un seul objectif, venir marier quelqu'un. Il n'y avait pas d'autre chose, là. Mais elles avaient le choix de se marier. Mais tu as tout à fait raison. Elles choisissaient leur mari. Voilà. Alors ici, je fais une figure de style, il y a 3000 hommes, il n'y a pas une femme. Donc, quand le bateau arrive à Québec, elles sont pas toutes belles et elles sentent pas toutes bonnes, là. Je veux dire, ça fait 2 mois qu'ils traversent l'eau, là, sur l'océan. Puis il n'y a pas de douche, puis il n'y a pas de toilette, là. C'est terrible d'être sur un bateau à cette époque-là. C'est T'imagines? absolument terrible. Tout le monde est malade tout le temps. Fait que quand tu arrives au quai à Québec, ben ils sont belles pareil. Parce que les gars, là, ça fait un sapristi de bout de temps qu'ils sont tout seuls. Ils sont Puis devenus là, un ils peu voient- fous, d'ailleurs, à ben là, cause de ça. Ils voient arriver des belles créatures. Voilà. Et puis là, ah ben, c'est pas eux autres qui choisissent, c'est les filles. Alors, les filles débarquent et vont se choisir un mari. Ils font pas ça le jour même. Le jour où elles arrivent, les hommes sont là pour les regarder. Ils vont parader, les hommes, pour se montrer. Et les filles vont être hébergées à Québec, ouais. payées par le roi, le temps qu'elles choisissent un homme. Parce que tu t'en viens travailler fort, là. Tout est à faire, là. Mesdames et messieurs, Tinder avant l'heure. Il faut que tu défriches. Il n'y a pas de champ, là. Il faut que tu en crées un champ. Pourquoi? Ben parce qu'il faut que tu fasses les récoltes. Oui, mais il y a des arbres. Il faut couper les arbres. Il faut dessoucher. Ce travail-là n'était pas fait. Donc, ils avaient un pays à bâtir, en plus de fonder famille puis d'avoir des enfants pour créer la colonie. Mais tu as tout à fait raison. Elles étaient obligées de se marier, mais elles choisissaient leur homme. Ouais. Ce qui, étonnamment, était tout à fait en ligne avec les Autochtones. Ça, je fais une parenthèse, là, mais les Français, ici, ils pognaient de quoi sérieusement? Là? Parce que les filles amérindiennes choisissaient leur mari. Et le but, c'était d'essayer le plus de gars possible pour trouver le plus vaillant, celui qui te rendait le plus heureuse et avec qui tu voulais fonder famille. Pour un Français, là... Ça se faisait pas en France. Ben non, là. mais voyons, c'est En tout cas, zéro. ça se faisait pas en public. Non, ça se faisait pas en public. Puis, à la limite, des filles qui viennent te voir, juste, ben, c'est mal vu, là. C'est volage, là. Alors, il y avait un petit côté sauvage qu'on leur reprochait. Comment ça se fait qu'elles n'ont pas de pudeur, contrairement à nos... Ben non, mais c'est une mentalité différente. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, quand les Français décident d'amener des filles, ce seront aussi elles qui choisiront leur époux. Anyway, on finit l'histoire. Alors, les filles du roi arrivent à Québec, arrivent à Trois-Rivières, arrivent à Montréal et vont tranquillement s'installer et prendre famille. En 1667, la paix est signée contre les Indiens, contre les Mohawks. Le régiment Carignan-Salers va être appelé à retourner en France. Par contre, on a besoin d'hommes ici. Alors, le roi, mais surtout Talon, vont se parler ensemble et le roi va autoriser Talon à dire « Tu pourras offrir la terre à quiconque veut rester. En France, tu n'es jamais propriétaire de ta terre. Ici, tu seras propriétaire de ta terre. » Oh, cool. En plus, tu vas pouvoir chasser et pêcher où tu veux, quand tu veux. En France, là, tu peux chasser l'écureuil et la belette, là, mais le gros gibier ne t'appartient pas. Ici, tu vas pouvoir. Donc, la possibilité de recommencer à zéro, de ne plus être un soldat, puis être déplacé de la Turquie à la Nouvelle-France, à on verra bien où, des 1200 hommes arrivés, 400 vont décider de rester ici. Et certains de ces hommes marieront les filles du roi et vont donc s'installer le long de la vallée du Richelieu. Ils venaient de défricher pour faire 5 forts. Tant qu'à ça, on va se mettre proche et là, on va voir apparaître Carignan. On va voir apparaître Chambly, on va voir apparaître Tracy. Ben, c'est les noms des gars qui étaient les commandants ou des gens qui ont décidé de rester ici. Et ils vont s'installer tout le long de la vallée du Richelieu. Et là, je te ramène des années plus tard. Les Français sont plus propriétaires du territoire. Les Anglais prennent le territoire. En 1609, le fort de Chambly-en-Bois va être converti en fort de roche de 1709 à 1711, parce que l'on va se battre contre les Anglais qui s'en viennent par les États-Unis, qui vont rentrer. Et là, ils prennent possession du territoire. On est en 1760. Et puis là, arrivent les Patriotes. On est en quelle année? 1834? À peu près. Ben là, ça veut dire, c'est qui les Patriotes? C'était où? C'est où le chemin des Patriotes? C'est tout le long de la vallée du Richelieu. Pourquoi? Parce que leurs grands-pères étaient des soldats.
Parce que leurs mères étaient des têtes de cochons qui sont venues fonder un pays, qui ont travaillé dur, qui ont appris à se défendre, qui étaient des filles braves, qui étaient des filles qui avaient de l'ambition. Puis là, on va te dire quoi? Tu vas te faire voler tout ça par des Anglais qui viennent... Non, je sais me défendre. Eh bien, c'est pour ça que le long de la vallée du Richelieu, c'est à peu près les seules places où on était capable de sacrer des volées aux Anglais parce que c'était des descendants de soldats. Eh bien, voilà, c'est à ça que Unibroue voulait rendre hommage avec sa trilogie Blanche de Chambly, Noire de Chambly et Blonde de Chambly. Fin d'une trilogie littéralement épique, mais aussi buvable si on peut reconnaître les étiquettes, ce qui est d'ailleurs assez facile à faire vu que les étiquettes sont très claires à cet effet-là. Sylvain, toujours un plaisir de te jaser pour le temps d'une bière. Tout le monde, allez trouver ces bières-là, je vous en prie, dans les dépanneurs du coin, peu importe où est-ce que vous soyez. Goûtez avec nous une petite Blanche de Chambly, mais surtout, abonnez-vous au temps d'une bière, le balado du Québec, de par chez vous, qui est dédié à l'histoire de la bière, de l'alcool, de la drogue et de la nourriture. On voyage dans le temps pour parler des choses qui impactent réellement le monde dans la vie du quotidien. Et je vous rappelle que cet épisode est une présentation de Unibroue, qui sont nos grands amis, évidemment, et surtout qui sont une institution dans le paysage brassicole du Québec. Si vous voulez de l'histoire de la bière de la qualité, allez les voir eux. Et voilà. Encore une fois, merci de vous être rendu là. N'hésitez pas à vous abonner. On prend aussi des questions. Si vous venez sur le show, c'est toujours une possibilité. Mais le plus important, c'est de suivre Sylvain Bouchard lors de ses déplacements. Il fait des conférences, il fait de l'animation, il est un peu partout. Il est étonnamment proactif. Il est littéralement tout et partout. C'est un compteur. Facebook, c'est la voie. Et des projets peut-être à partager dans les prochains mois? Ben là, l'été s'en vient, c'est la période des festivals. On travaille fort pour amener des nouveautés, entre autres chez Unibroue, qui s'en viennent. On lance la 3 pistoles, la Don de Dieu et l'eau bénite en canette. Et comme la blanche, la fin du monde et la maudite, refermentée, ce qui est à peu près unique au monde. Même qualité, même bulle champenoise. Il y a ça qui s'en vient rapidement. Puis une petite nouveauté à l'automne avec... C'est comme une maudite, pas maudite. En tout cas, je ne peux pas en dire plus. Il ne peut pas en dire plus. Donc, puisque c'est secret, garochez-vous là-dessus, puis ça va être bon. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés et à plus. Santé tout le monde. Santé.